même d'aller chercher les réponses à tout ça. Olivier Pio, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi. La première question, je le dis toujours, c'est la question bête. Alors, qui est Olivier Pio? Je suis journaliste de presse écrite depuis 25 ans. J'ai été dans différentes publications françaises. Le Monde pendant 8 ans, après à Géo, qui est un mensuel de grands reportages. Puis j'ai été au Parisien Magazine, qui est un hebdomadaire d'actualité générale. Et puis j'ai été aussi rédacteur en chef d'un hebdomadaire pour lycéens, un hebdomadaire d'information générale, donc qui traite de toutes les questions pour les lycéens, donc jusqu'à entre 15 et 18 ans. Voilà. Quelle est votre définition du journaliste, d'un journaliste? Alors, je crois que à l'occasion de cette formation là avec Mediatrust, donc les journalistes mauriciens, on a pas mal discuté de ça, et ces formations sont aussi l'occasion pour moi en fait de réfléchir à ces pratiques. Je crois que la meilleure définition peut-être c'est de dire qu'un journaliste c'est un ouvrier spécialisé du droit de savoir et qui est au service de la vérité. C'est-à-dire, il doit dire la vérité, rien que la vérité, et s'il peut, toute la vérité. Pourquoi avoir ce droit de savoir? Qu'est-ce qui vous permet de dire que moi, en tant que journaliste, j'ai le droit de savoir? Alors, en fait, je suis un ouvrier spécialisé du droit de savoir des autres, c'est-à-dire du citoyen. C'est lui qui a ce droit de savoir. On va dire que dans les dictatures, par exemple, ce droit de savoir, les citoyens ne peuvent pas l'exprimer, puisqu'on leur dit, voilà, la version officielle, dans les médias, le discours politique. Donc c'est le pouvoir qui décide ce que les gens ont le droit de savoir. Dans une démocratie, je suis convaincu que c'est aux médias de donner le goût de savoir, d'avoir envie de savoir, à chacun, qu'on soit boulanger, homme politique, professeur à l'école, professeur à l'université, marin-pêcheur, peu importe d'où on vienne, grâce aux médias, il peut exercer ce droit de savoir et peut-être aussi de comprendre à tous les niveaux de ce qui l'intéresse. C'est la vie publique, ça peut être une décision du gouvernement, ça peut être aussi la façon dont on a réagi sur une épidémie, une maladie, l'éducation des enfants, est-ce qu'on met de l'argent dans les collèges, est-ce qu'on n'en met pas, le métro express, pour prendre cet exemple, est-ce que ça va changer la vie des Mauriciens, est-ce que vraiment sur ce tracé, on pense que les Mauriciens vont abandonner leur voiture, est-ce que c'est un projet qui est viable économiquement, est-ce qu'il va apporter vraiment un plus dans la vie à Port-Louis, en tout cas l'accès à Port-Louis par la voiture. Voilà, tout ça, je crois que les citoyens ont le droit de savoir et un journaliste, il est là pour lui permettre d'exercer ce droit. Mais il doit avoir ces informations-là pour le transmettre aux lecteurs, comme on dit, à ces personnes que le boulanger, le kidam. Oui. Est-ce que, de l'autre côté, est-ce que les pouvoirs, les entreprises comprennent ce droit de savoir que les Mauriciens, même ceux qui vivent à l'étranger, qui suivent l'actualité à travers l'Internet, à travers les blogs, ont ce droit-là? Alors, je dirais que c'est d'abord de la responsabilité du journaliste, puisque c'est son métier, d'aller chercher cette information. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Mais pour la trouver, cette information, il a des interlocuteurs en face de lui. Il a des entreprises privées ou publiques, il a des députés, il a des membres du gouvernement, il a des directeurs d'agences. Bref, il a un certain nombre de personnes qui représentent ou non les autorités, à qui il va dire, voilà, à qui il va poser des questions. Parfois, ces personnages, ces sources, comme on dit dans ce métier, ne donnent pas les éléments. Donc c'est à lui de créer un rapport avec le lecteur aussi, pour lui dire, voilà, moi j'ai fait cette enquête, mais un tel ne répond pas, un tel n'a pas voulu me donner des choses précises, parce que c'est pas un magicien, il fait son travail. Mais je crois que le lien qui consiste à dire au lecteur dans quelles conditions il le fait et où ça a bloqué. Par exemple, j'ai demandé un rapport sur où on en est des études de stabilisation de terrain sur le futur chantier de Métro Express. Normalement, il y a une institution qui doit être capable de me donner ce rapport. S'il ne me le donne pas, je peux interpeller le lecteur en disant
nous sommes pas loin de démarrer le chantier, ou nous sommes en cours de démarrage, et on n'a toujours pas le rapport. C'est choquant. D'un point de vue de politique publique, de construction ou de développement de ce chantier, on devrait le savoir. Ou alors on le sait, mais on ne veut pas me le donner. Alors si on ne veut pas me le donner, ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses compliquées. Il peut dialoguer avec son lecteur, lui expliquer aussi dans quelles conditions il a accès à certaines informations ou non. Et puis il y a la loi. Les politiques sont là aussi pour ce droit de savoir. En France, par exemple, pendant très longtemps, en économie, les entreprises n'étaient pas obligées de donner un certain nombre d'informations. C'était du secret, pas médical, mais on va dire du secret commercial ou de business. Aujourd'hui, il y a une loi en France qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à publier chaque année des rapports économiques, sociaux, avec les actionnaires, avec les dépenses, les salaires, l'investissement, ce qui a été donné en bénéfice aux actionnaires, etc. Ça veut dire que les pouvoirs publics sont aussi là pour aider à faire une forme de transparence sur ces informations qui parfois évidemment ne sont pas données. Mais est-ce que ce genre d'informations, ça intéresse le lectorat? On parle de chiffres de millions, de crédits d'assurance, de bonne gouvernance. Est-ce que ça intéresse le lectorat? Alors moi je pense que ça peut l'intéresser à partir du moment où il y a des questions qui se posent. Prenons les clineuses. On peut prendre cet exemple. Vous suivez très bien l'actualité mauricienne, métro léger, les clineuses. Oui, j'ai suivi ce dossier et notamment ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de transparence faite sur ce secteur économique. Combien représente la masse salariale de toutes ces clineuses réunies? Qu'est-ce qu'elles génèrent comme bénéfice en termes de revenus pour les sociétés, qu'elles soient contracteurs privés ou pour l'État quand c'est des ministères qui les embauchent? Une crise comme celle-là, il faut la mettre en regard de ça. Si on se rend compte que les 600, je ne sais plus combien de clineuses, rapportent, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 millions de roupies, et qu'elles sont payées à elles toutes 200 000 roupies, alors ça pose problème. Quand on dit on n'a pas d'argent pour les changer le statut ou pour augmenter les salaires. Pareil quand il y a une grève dans une entreprise privée. C'est très intéressant d'aller voir les chiffres. Parce que si l'entreprise qui ne veut pas augmenter les salaires, elle a fait des bénéfices depuis 10 ans, elle a distribué des dividendes depuis 10 ans, alors le lecteur et les salariés sont en droit de se dire où est l'égalité. Si on a fait tous ces bénéfices, c'est grâce à notre travail. C'est pas pareil si on demande une augmentation de salaire dans une entreprise qui fait des pertes, qui n'a pas de bénéfices. Donc vous voyez que tous ces chiffres permettent quand même de resituer les débats dans certains contextes. Je reviens sur Métro Express. Métro Express, c'est un coût de chantier, un coût d'indemnisation sur le tracé des gens qu'on va... Bon. Donc tout ça on maîtrise. Mais il y a un autre coût qui n'apparaît pas directement, qui est induit, que j'ai pas beaucoup vu d'ailleurs dans les médias, c'est qu'il va falloir produire de l'électricité pour ce métro. Quelle est aujourd'hui la capacité de production d'électricité de l'île Maurice? Si en plus elle est en augmentation attendue sur 10 ans de 100%, et si le métro c'est une surconsommation de 33%, ça veut dire qu'à 10 ans, il va falloir faire 133% d'augmentation de production d'électricité à Maurice pour le métro plus le développement. Qu'est-ce qui est prévu pour accompagner ça? On va construire de nouvelles centrales. Donc vous voyez que c'est un coût induit. Donc c'est des chiffres, mais c'est la réalité aussi de ces dossiers. Là, vous posez des bonnes questions. Vous avez des réponses de la part des journalistes dont vous faites la formation qui suivent un peu ce dossier de métro, métro léger express? Oui, on en a fait un exercice. En fait, on a travaillé sur les angles, c'est-à-dire la façon de traiter un sujet. Et je leur ai dit, voilà, on va prendre Métro Express, qui n'est pas un sujet, c'est un thème d'actualité. Et je leur ai dit, voilà, chacun, vous allez me trouver un angle particulier, c'est-à-dire une façon d'interroger ce dossier. Donc vous posez une question à ce dossier, puis après, vous allez chercher des réponses. Et donc il y en a qui ont travaillé sur la capacité ou non d'alimenter en électricité Métro Express. Il y en a qui ont travaillé sur les spéculations de privés ou de membres proches du gouvernement, ou en tout cas de politique, sur les endroits qui vont être valorisés par le passage. Donc un tel va faire des résidences, va les louer, un autre va... Ça c'est un autre angle. On a travaillé aussi sur la faisabilité globale du projet, sur par exemple par rapport à la fréquentation attendue, et ce sur quoi c'est apparemment engagé le gouvernement, c'est-à-dire le prix du ticket. C'est pas pareil si on est à 50 roupies ou si on est à 75. Donc vous voyez que avec une bonne méthode
de travail journalistique avant même d'aller sur le terrain, avant même d'aller chercher les réponses à tout ça. On peut apprendre à poser les bonnes questions. Est-ce que dans les ans, on a trouvé, est-ce que nous avons autant de main-d'œuvre mauricienne si le tram tombe en panne? Est-ce qu'on a les ouvriers? Est-ce que cet angle-là vous a été présenté? Parce que c'est la bonne question. On aura c'est une compagnie indienne, on sait que le tram va se faire sûrement en France ou ailleurs, mais on n'a pas de technicien qui conduit un tram en mauricien qui va réparer cette machine-là. Est-ce que cet angle-là a été trouvé? Quelle est la manne ouvrière? On n'a pas exactement traité cet angle-là, mais on a traité l'angle de l'emploi. Oui, l'emploi. Ce chantier va-t-il créer plus d'emplois qu'il ne va en détruire, parce qu'on sait qu'il va aussi en détruire. Il va prendre la place d'un certain nombre de compagnies de bus qui ne fonctionneront plus, etc. Et donc il y a effectivement de la main-d'œuvre attendue sur l'île Maurice pour participer au chantier. Et puis après, on sait qu'ils vont faire venir des techniciens, des ingénieurs de l'extérieur. La question, c'est le transfert de compétences. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir ou non transfert de compétences? Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de faire se former des Mauriciens aujourd'hui à devenir des techniciens et peut-être demain? Bon, après il y a les conducteurs. Regardez ce qui se passe à Air Mauritius avec les pilotes. Donc, quels seront les conducteurs de ce métro? Vous voyez qu'à chaque fois, et a fortiori dans le cas d'un chantier quand même assez titanesque, il y a un certain nombre d'incidences. Alors évidemment, un journaliste, il apprend à poser les bonnes questions avec l'expérience. Il sait qu'il faut aller regarder derrière la porte, dans la cuisine, dans la salle de bain. Et puis, je leur dis aussi, allez voir les exemples à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent à Maurice et qu'un autre peuple a eu à rencontrer ou à affronter. Addis Abeba, moi je connais bien la capitale éthiopienne, ils ont travaillé longtemps sur le chantier de ce qu'ils appellent là-bas le tramway aérien, qui est sur un trajet qui va d'est en ouest. Là, ils sont en train de faire le deuxième. Donc toutes ces questions d'emploi, de financement, est-ce que ça assouplit le trafic et tout, c'est intéressant d'aller interroger un exemple comme celui-là pour voir s'il n'y a pas des erreurs qui ont été faites et si on ne peut pas ici se prémunir contre des dysfonctionnements. Justement, on va rester un petit peu sur le métro léger ou tramway comme c'était après. On a pris l'exemple de la ville d'Édimbourg aussi. Est-ce que c'est un bon exemple comparé à Addis Abeba? Disons que Édimbourg, c'est l'exemple dans une société développée de pays riches, de l'hémisphère nord. Donc ça veut dire que derrière le tramway, enfin derrière le projet de métro urbain, il y a déjà une société qui a déjà réglé un certain nombre de problèmes avant, d'urbanisme, et puis qui a des compétences, des ingénieurs, des techniciens. Je pense que l'exemple mauricien, il est plus proche de celui d'Addis Abeba. C'est-à-dire un pays qui est en transition, avec un fort développement économique, puisque l'Éthiopie, comme Maurice, connaît des taux de croissance entre 3 et 6% depuis plusieurs années, mais aussi des déficits d'éducation, des déficits d'habitude de circulation. L'Éthiopie, c'est plus proche de Maurice aussi, parce que les gens ont pris l'habitude de prendre leur voiture. C'est un facteur de liberté, c'est une acquisition relativement récente des classes moyennes. Donc leur demander demain de laisser leur côté leur voiture pour prendre le métro, c'est plus difficile, ça sera plus difficile à Port-Louis et à Addis Abeba qu'à Édimbourg. Où Édimbourg, les gens, ils en sont à un autre stade, ils ont des voitures depuis 3 générations, ils raisonnent en pollution, en qualité de vie, et donc ils sont prêts à prendre le vélo. Donc, quel est le rôle du journaliste dans tout ça, dans la société? C'est une sonnette d'alarme où il doit rapporter ce qui a été dit ici, il fait une transmission d'informations, ou bien il doit se poser des questions, poser des bonnes questions? Moi, je pense que le rôle des médias et des journalistes dans les médias est essentiel au fonctionnement de la démocratie. Il n'y a pas de médias sans démocratie, parce que s'il n'y a pas de démocratie, les médias, c'est de la communication, des pouvoirs. Et il n'y a pas de démocratie sans médias, en tout cas, si ces médias jouent bien ce rôle de faire vivre le débat, et de permettre aux citoyens d'avoir, les bonnes informations sur un dossier, l'ensemble des points de vue, c'est-à-dire de se faire son opinion, et donc après de pouvoir juger de l'opinion de ceux qui, finalement, en son nom décident.
Quand Olivier Pau est en France et aussi un peu, je suppose que vous suivez un peu l'actualité mauricienne, et quand vous venez à l'île Maurice, il y a un décalage dans l'information que vous avez eue en France, que vous avez maintenant, quand vous êtes un peu sur le territoire mauricien? Entre ce que j'apprends en France, vous lisez les journaux en ligne, on va pas les dire et les nommer ici, mais quand vous venez ici à Maurice, on voyait un peu ce que la population dit, vous voyez, il y a quelque chose qui différencie, ou bien c'est du copier-coller comme on dit? D'abord, je voudrais dire que je trouve qu'à l'île Maurice, il y a une presse en général, des médias en général, très foisonnants. Et ça, c'est quand même un atout. C'est-à-dire il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévision, privées, publiques, beaucoup de presse écrite, des hebdomadaires, des magazines. Bon, ce foisonnement, il n'existe pas partout. Il y a des pays où vous avez 3-4 journaux, 5, ou alors que des journaux publics. Prenez la Tunisie, depuis la transition démocratique, il y a eu un peu de presse arabophone qui s'est développée. Les principaux journaux de presse écrite sont des journaux comme la MBC ici. C'est-à-dire qu'ils sont directement sous l'autorité du Premier ministre. Donc, ce qui ne fait pas de ces journaux des journaux indépendants. Bon. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faudrait pour avoir une vraie presse professionnelle qui joue son rôle dans le débat démocratique, c'est-à-dire qu'il soit capable à la fois d'informer, aussi d'alerter. Bon. Mais... Il y a un mais. C'est quoi ce mais-là? Oui, il y a un mais. Ce mais, il est, je crois, sur, d'abord, la bonne maîtrise par les journalistes de leurs règles et de leurs règles éthiques de fonctionnement, ce qu'ils peuvent faire et pas faire, et puis aussi des savoir-faire professionnels. J'ai l'impression qu'au cours de ces 20 dernières années, les choses n'ont plus été transmises dans les médias. Et comme il n'y a pas d'école, il y a l'université, mais l'université fait plus de la communication que de l'information. Donc soit c'est une école qui transmet ça, ce qu'on a en France par exemple, on en a 12 reconnus par l'État. Ici, il n'y en a pas. Donc c'est aux médias de transmettre, c'est-à-dire les plus anciens, qui transmettent aux plus jeunes. Or, ça n'a pas été fait. Et quand j'interroge les jeunes aujourd'hui, je leur dis, quand vous avez été embauché dans un média, que ce soit une télé, une radio, qu'est-ce qu'on a mis sur votre contrat, qu'est-ce qu'on vous a donné sur la ligne éditoriale, la charte éthique, la façon de faire du métier? Je dirais, en gros, on est proche de zéro. Donc, on se retrouve sur une presse qui avait accumulé beaucoup de savoir-faire et qui vit sur cet élan, mais qui fabrique des autodidactes. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui ont 5, peut-être parfois 10 ans, et je constate ici que les fondamentaux de nos métiers, ils ne les maîtrisent pas. Bon. Lesquels, oui. Ça inclut, moi, ça m'inclut aussi. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on peut les réapprendre, mais il faut faire soit une école de journalisme à Maurice, soit il faut trouver un système pour permettre aux anciens de retransmettre, faire des tutorats dans les journaux. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de clivage entre le monde politique et le monde des médias. Ils se regardent un peu comme le train, la vache regarde le train, ou en chien de faïence. Je crois qu'il faut un respect mutuel pour que ça fonctionne. Il faut savoir que ce sont deux métiers différents qui n'ont pas les mêmes objectifs et qui ont chacun une éthique professionnelle, des règles de déontologie, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est pas grave, il faut que chacun respecte les règles des autres. Bon, les politiques, ils devraient avoir dans son éthique de ne pas être dans la corruption. C'est quand même le minimum quand on est un politique. Or, si on se retrouve dans une vie politique où toutes les semaines quasiment on a des faits de corruption, ça pose un problème. Bon, de la même façon, il faut que les politiques apprennent à être critiqués par les médias. Quand un média critique un politique, c'est pas pour l'embêter, c'est pas par principe pour être en opposition, c'est parce que c'est son rôle de veilleur, d'alerte sur un certain nombre de choses. Donc, si les politiques n'acceptent pas ce rôle des médias, ça veut dire qu'en fait, ils n'acceptent les médias que comme communication. C'est-à-dire, on les convoque à des conférences de presse, on leur donne tel dossier, et puis on ne veut pas qu'ils en rajoutent à ça. Mais le rôle du journaliste, c'est d'en rajouter, justement. C'est de faire son propre travail derrière.
Quand vous étiez là en avril, vous avez discuté avec le premier groupe, on a parlé des journalistes qui deviennent attachés de presse, qui font de l'infocom, comme vous dites. Quand un politique prend un journaliste qui est supposé poser des questions pour lui faire bien son attaché de presse, maintenant pour donner l'information à d'autres journalistes, comment vous voyez ça? Vous avez dit comme ça, moi vous m'avez dit, tu choisis soit info, soit communication. Oui, moi je crois qu'il y a 0% de commun entre les deux. Il devrait y avoir une sorte de fossé entre la communication et l'information. Or, le problème, mais c'est vrai aussi en France, ce problème, c'est vrai aux États-Unis, c'est une dérive générale, la communication est en train de prendre le pas, de gagner du terrain sur l'information. Ça se voit dans les écoles de journalisme, là où il y en a. Avant, il y avait des écoles en France où on n'enseignait que l'information, maintenant on fait de la communication. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit aussi au métier après. Et les débouchés, là où on trouve le plus de travail, là où c'est le mieux payé, là où ça va le plus vite, c'est quand même la communication, parce que ce sont des entreprises, ce sont des institutions qui ont les moyens de se payer. Mais moi, ce que je crois profondément, et je le dis à chacun des élèves que je rencontre ici comme ailleurs, c'est que si on fait le métier de journaliste, c'est un choix. On ne peut pas être avocat et truand. On peut être les deux aussi. On peut être les deux, mais moi je pense que si on choisit ce métier, alors on le choisit, on se bat pour qu'il évolue, on se bat pour que la profession s'améliore, pour que les médias fassent front dans certaines situations. Mais pour moi, un journaliste qui passe à la communication, je ne cache pas mon point de vue là-dessus, soit il s'est trompé au départ, soit c'est une forme de trahison sur la mission. Bon, je comprends pourquoi certains le font. Ils sont peut-être déçus par les médias, et puis peut-être qu'au bout de 10 ans, s'ils voient qu'ils ont 3 fois le salaire, plus un appartement, plus une voiture de fonction en passant de l'autre côté, mais il perd sa mission. Quelqu'un qui fait de la communication, il n'est pas ouvrier spécialisé du droit du savoir pour la vérité. Il est au service d'un discours, d'un pouvoir ou d'une image. C'est pas du tout pareil. Quelle est votre définition d'un bon article? On parle de journalisme, c'est quoi un bon article, l'article qui cartonne? Moi, je pense qu'un bon article, c'est un article qui arrive au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Je crois que c'est un article qui permet au plus grand nombre des personnes qui vont suivre un problème grâce à lui, des auditeurs, des internautes, des lecteurs, qui vont leur permettre de connaître la vérité, rien que la vérité sur le sujet, si c'est possible, toute la vérité, oui. Et donc de pouvoir réagir de façon lucide sur une question. C'est ça un bon article. C'est pas un scoop. Mais c'est une question de timing. C'est une question de timing. Si je me rappelle de ce film que vous avez présenté en cas de pédophilie, on appelle le Spotlight. C'est une question de timing aussi. Oui, je crois qu'il y a des... mais encore une fois, un bon article, c'est pas forcément une bonne investigation. Parfois, il vaut mieux un bon article sur un sujet sur les clineuses, qui dit bien les choses, qui fait la différence entre part-time, full-time. Moi, j'ai entendu pendant plusieurs jours, elle gagne 1500 roupies par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on travaille 1 heure par mois et qu'on gagne 1500 roupies, on est super bien payé. Donc, si on ne le rapporte pas à l'horaire, si c'est du part-time, est-ce qu'il est subi? Est-ce qu'il est complété ou non? Donc c'est une question de méthode aussi. Avec de la méthode, on va plus vite. Maintenant, il y a des investigations qui prennent plus de temps par définition. Et je crois qu'il faut, comme dans Spotlight, le film dont vous parliez, il faut que les médias, sur certains sujets, prennent du temps pour faire des vraies investigations de fond. Par exemple, régulièrement, on entend la drogue à l'île Maurice. Elle arrive sur le port, elle arrive dans une valise des gars du Kazakhstan, après c'est des Kenyans, après... Moi j'ai envie de dire, ok, traitons ça, mais derrière, où sont les réseaux en amont qui organisent la drogue qui vient ici? Prenons le temps, c'est plus long, il faut envoyer quelqu'un sur les circuits, mais peut-être qu'on va traiter, c'est un peu comme, il y a un tsunami où il y a des grosses vagues qui arrivent sur une côte. On sait tous qu'au départ, il y a un orage dans la mer, et que c'est de ça que viennent les vagues. Donc, allons analyser les orages, ne nous concentrons pas trop sur les vagues. Est-ce que vous avez trouvé un bon article mauricien? Ah oui, j'en ai vu plusieurs, dans plusieurs médias, sur des styles différents. Il y a des bons articles, mais comme en France, il y a des articles moyens, il y a des bons.
Bon, je crois que Mediatrust a la charge aujourd'hui de faire une sorte de transfert de compétences sur les formations. Il me semble qu'au-delà de Mediatrust, c'est aux journalistes mauriciens et peut-être aux plus jeunes de créer aussi des systèmes d'autorégulation de la profession parallèles à Mediatrust. En plus, nous on a des syndicats de journalistes, des associations de journalistes, un conseil de presse, une commission paritaire. Donc voilà, c'est une profession qui s'est donné les moyens de s'auto-réguler et de ne pas être que tributaire du rapport frontal aux politiques. Bon, donc parfois il faut faire le ménage, y compris entre nous, chez nous. Et je pense qu'à Maurice, j'espère que la jeune génération va s'emparer de tous ces outils pour dire à nous de nous organiser aussi pour réinstaller la légitimité des médias en étant plus exigeants sur les lignes éditoriales, les chartes éthiques et y compris donc les méthodes avec lesquelles on aborde les sujets. Est-ce que Olivier peut, à la lecture d'un article, bon, ça a été écrit à Maurice, est-ce qu'il y a un style de d'écriture journalistique au mauricien? Ou c'est séparé en France, séparé à... Non, je dirais que c'est une presse quand même de qualité, mais il y a peut-être une tendance aux commentaires. C'est un autre aspect du métier. Je pense que le journaliste, il est d'abord au service des faits. Après, il peut faire un commentaire, il peut faire un éditorial, il peut faire une tribune, mais le métier de journaliste, il est d'abord au service de la collecte des faits. Et si on va trop vite aux commentaires, en étant trop laxiste sur les faits, par exemple, si vous faites un article sur les clineuses et que vous allez tout de suite sur le débat, le gouvernement veut pas céder, les syndicalistes, la grève de la faim et tout, alors les faits, vous les avez pas rassemblés. C'est-à-dire le nombre de clineuses, lesquelles sont dans le privé, lesquelles sont dans le public, part-time, full-time, 1500 roupies, ça veut dire quoi? Les cotisations vieillesse, les cotisations assurance maladie. C'est d'abord ça qu'on a envie de savoir, le fond du dossier. Après, on va juger telle position, telle autre. Il y en a un qui dit je m'en fous, qu'ils ont qu'à se... Bon, le cardinal qui prend position. Mais c'est après les faits. Là, je pense qu'on va peut-être trop vite aux commentaires, trop vite aux politiques. Qu'est-ce que le politique en pense? Avant d'avoir travaillé vraiment les dossiers et les faits. C'est une maladie mauricienne, on peut dire? Non, c'est pas une maladie mauricienne, ou ça se retrouve ailleurs aussi? Oui, c'est une tendance. Je dirais que ça vient à la fois des sociétés concernées, mais ça vient aussi des journalistes. Il y a des journalistes qui s'écoutent écrire. Et ils pensent que c'est de donner leur avis. Moi, j'ai jamais pensé que ce qui intéressait les lecteurs, c'est que Olivier Piot donne son avis. Par contre, que Olivier Piot travaille pour donner au lecteur les moyens de se faire son avis, ça oui, ça c'est important. Et je crois qu'il y a des journalistes qui dérivent un peu vers, comme on dit en France, ils s'écoutent écrire. Bon. Ils ne sont plus tout à fait au service du droit de savoir. Et d'un autre côté, je dirais que les politiques sont responsables de ça aussi. Parce que comme ils ne donnent pas les éléments, comme ils orientent les journalistes sur des questions politiciennes, dans des logiques, l'opposition a dit ça, nous on a dit ça, il dit ça, et qui ne donnent pas les faits correctement aux journalistes parce qu'ils ne jouent pas le jeu de la transparence, ils entretiennent aussi cette dérive. Mais là-dessus, c'est aux journalistes de resserrer les rangs autour de la conception qu'ils ont de leur métier et des lignes rouges à ne pas franchir. Justement, parler des journalistes, moi qui suis des conférences de presse, des présentations économiques et tout qui s'ensuit, je ne vois pas que les jeunes sont en train de poser des questions. Le premier travail d'un journaliste, c'est poser des questions, d'avoir des réponses, d'avoir des réponses. On a l'impression qu'ils sont plus dans un style de rapporteur, de reporter, il a dit, elle a dit. Oui, mais je pense que ça vient de leurs aînés. C'est-à-dire que ces jeunes, ils font ce que tous les jeunes font quand ils n'ont pas de tuteur. Ils sont modestes, ils sont plutôt humbles, ils arrivent dans un métier qu'ils ne connaissent pas, ils ont affaire à des aînés qui parlent, donc ils les laissent parler. Donc ils sont dans leur rôle. C'est à leur chef d'édition, c'est à leur rédacteur en chef de leur dire « Viens ici, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une conférence de presse pour moi, avec mes années d'expérience. » Bon, on y va, on n'est pas obligé d'y aller déjà. Bon, on va avoir affaire à un discours de communication sur une politique gouvernementale, un dossier et tout ça. Très bien, on enregistre, mais tu me le prépares avant, tu poses au moins 5-6 questions,
Et c'est toi qui décides de comment tu vas retranscrire les choses. C'est-à-dire que la conférence de presse, c'est pas un vecteur de communication des politiques. C'est une occasion pour des journalistes d'avoir des infos, mais il faut qu'ils en fassent aussi quelque chose. Et c'est vrai que j'ai vu dans la presse mauricienne, j'ai été frappé, des comptes rendus de communication, on dirait des communiqués du bureau des ministres. Et ça me choque. Alors, est-ce que vous avez fait le bilan de votre première série de formations que vous avez fait au mois d'avril? Vous avez fait un bilan maintenant que presque tout le monde a passé des examens. Quel est le bilan que vous faites? Le bilan, c'est que je crois que c'est une formation qui est très appropriée à la presse mauricienne. Pour l'instant, on va être à bientôt 48 élèves qui seront passés dans les deux groupes. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de journalistes à Maurice. Donc je pense que ce retour aux fondamentaux sur 8 semaines, il faut le poursuivre, parce que ça fait un travail de fond et qu'il faudrait que tous les journalistes mauriciens soient passés au moins une fois par cette formation. Donc, mais je pense aussi que ce serait peut-être utile de développer une autre formation, justement par rapport aux tuteurs dont je vous parlais, c'est-à-dire de la formation de formateurs. Donc on formerait des plus anciens dans les médias pour les aider à réfléchir comment ils peuvent encadrer, accompagner et former les jeunes. Parce que bon, le CFPJ et Media Trust, c'est 2 fois par an, 2 fois 8 semaines, il y a tout le reste de l'année. Donc je pense qu'il faudrait ajouter cette formation de formateurs pour des tutorats dans les médias. Est-ce que vous avez noté du changement dans le style d'écriture? Peut-être vous avez pris des articles avant ceux qui ont suivi le premier cours, le batch dans lequel j'étais, Fernando et toute la bande. Est-ce que maintenant vous comparez nos écrits à nos précédents écrits? Est-ce qu'il y a eu un changement? L'approche a été changée, le style, l'angle, la proximité, etc. Oui, sur certains, j'ai vu des évolutions, et puis surtout, j'ai des journalistes de l'ancienne formation qui m'ont dit j'ai parlé de ça dans ma rédaction. On est en train de mettre en place un protocole de relecture des papiers, on est en train de travailler sur les angles, on est en train de réfléchir à ce qu'on avait dit sur les chapeaux, les titres. Donc je crois que ça fait son chemin, mais évidemment ça prend un peu de temps, parce qu'à chaque fois on parle de 3-4 journalistes par média. Non, vraiment je pense que la deuxième chose qui va pouvoir accélérer le processus de diffusion de tout ça dans les médias mauriciens, c'est une formation de tuteur dans chacun des médias. Quand vous avez rencontré le deuxième batch, excusez-moi pour pousser l'anglicisme, est-ce que le premier batch leur a parlé, dit bon, tu sais, le truc de CFPJ, c'est bon, tu vas apprendre, si tu n'as pas les fondamentaux. Est-ce qu'il y a eu des retournées d'informations vers des jeunes qui sont venus, qui sont actuellement là à côté? Oui, je crois que c'est arrivé, peut-être pas sur les 24, mais il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont entendu dire que c'était un bon moment de travail, un beau moment de réflexion sur des pratiques qu'on fait un peu spontanément et on oublie de réfléchir aux méthodes. Je crois qu'il y a un bouche à oreille, comme on dit, qui a bien circulé. Vous êtes satisfait que le bouche à oreille a fonctionné dans cette formation? Oui, je pense que ça a fonctionné. Surtout, je pense que parmi les journalistes, quand il y a une nouvelle session qui va être proposée, par exemple, je ne sais pas, en mars ou en février, ils vont se renseigner, ils savent maintenant, parce que 48, ça commence à faire plus de 10%. Donc dans chaque journal, ou chaque radio, chaque télé, il y en a un qui est passé, ils auront envie d'aller dire au fait comment c'est intéressant, ça vaut le coup. Et évidemment, si on leur dit c'est super, vas-y, ça donnera envie de venir aussi. Donc vous êtes parti aux courses, alors vous avez assisté à la Coupe d'Or, donc première fois, comment votre expérience du Champ de Mars? Alors d'abord c'est ma première expérience aux courses à Maurice, mais c'est la première expérience aux courses tout court. Je suis jamais allé voir une course de chevaux, donc j'ai trouvé l'endroit très enthousiasmant, il y a des gens de toutes les catégories sociales qui viennent. Alors évidemment quand on rentre, on voit les couches, je dirais, sociales. On les voit bien. Moi j'étais invité en plus dans une écurie, donc on sent qu'il y a en gros un parterre de gens qui achètent les tickets au bookmaker et tout ça, puis après on monte un étage, on retrouve autour des écuries, des loges, d'abord on voit mieux, bon, et puis il y a ce fameux lounge où chacun vient parier, où il faut avoir, moi-même j'ai été obligé de me faire prêter une cravate et des chaussures par un élève, parce que j'avais pas... Donc bon, voilà, mais c'est pareil en France, hein, ce sont des lieux de représentation sociale.
et où on retrouve évidemment aussi les catégories. Mais ce que je trouve sympa, c'est que ça semble très populaire. Sans doute qu'à l'époque où il n'y avait pas la télévision ou la radio, il y avait encore plus de monde, puisqu'il fallait venir pour le voir. Maintenant, on peut le voir à la télévision. Mais c'est un beau lieu de partage, et je trouve que j'ai passé une bonne journée. Ça pourrait être un papier pour Olivier Piot, pour démontrer un peu une autre facette de la société mauricienne. Oui, c'est pas que la plage, la montagne, le raid. C'est un petit laboratoire où on pourrait faire un papier pour montrer en quoi c'est un miroir de la société mauricienne. Quel serait le thème et l'angle? L'angle, ça pourrait être Champ de Mars, miroir de l'histoire et des catégories sociales et professionnelles à Maurice. Dernière question, Olivier. L'actualité européenne, elle est plus ou moins espagnole. Quel est votre point de vue? Vous écrivez dans le monde diplomatique, donc vous avez un petit point de vue un peu ce qui se passe un peu en Europe. Le sentiment que j'ai, c'est que ce souci d'indépendance de la Catalogne, cette demande d'indépendance, paraît être anachronique, et par certains côtés, on a l'impression que ça nous fait régresser vers des entités, alors qu'on était, nous, dans des phases de construction des nations, de ces États-nations, l'Espagne réunifiée après Franco et tout ça. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, c'est qu'on est entré dans une période post-État-nation. C'est-à-dire que l'État-nation comme référentiel à atteindre, ou comme seul moyen de fédérer des identités nationales, aujourd'hui est dépassé. C'est vrai au Moyen-Orient. Regardez, on a fait l'Irak, on a fait la Syrie, aujourd'hui il y a les Kurdes, on ne sait pas si on va faire un Sunnistan, un Kurdistan, un Chiistan, on ne sait plus. C'est vrai dans ces pays, je pense que c'est vrai aussi dans certaines républiques autour de la Russie, c'est vrai en Ukraine. Je pense qu'on va avoir besoin d'inventer des nouveaux schémas, et que les bons schémas seront ceux qui écouteront les souhaits, les désirs et les revendications des populations, et qui seront capables d'être le plus démocratique possible. Est-ce que ça veut dire revenir sur des morcellements d'anciennes nations en petites entités? Pourquoi pas, après tout. Il y a une époque où les cités-États, c'était un progrès. Venise, ça a été longtemps une cité-État. Bon. Et donc, pour moi, il y a à entendre, il y a à écouter. Je crois que Madrid, par rapport à Barcelone et la Catalogne, a longtemps quand même tenu la dragée haute aux Catalans. Aujourd'hui, ils ont le revers de leur pièce. Il y a des gens qui sont contre l'indépendance de la Catalogne. Je pense que la majorité sont quand même pour. À partir de là, il faut entendre. Et si ce n'est pas une indépendance, peut-être que c'est une autre forme d'autonomie, mais ces revendications-là, nouvelles, regardez le Brexit, il va falloir qu'on les entende. C'est un peu le post-Brexit, d'après vous? Tout le monde veut prendre un peu son indépendance. C'est un contre-coup du Brexit, ça? En tout cas, je pense qu'il y a des fractions de plus en plus importantes de communautés qui estiment que le cadre dans lequel on a vu des alternances droite, gauche, autoritaire, socialiste, à partir du moment où ce cadre n'a pas répondu à leurs questions, ils cherchent aujourd'hui d'autres cadres. Donc l'Europe, on nous a dit pendant 30 ans, ça allait être l'Europe sociale, ça n'a pas été l'Europe sociale, donc à un moment les gens ils disent on va sortir d'Europe, parce que qu'est-ce qu'on a à perdre de sortir de cette Europe? Qu'est-ce que les Catalans ont à perdre de sortir de l'Espagne unifiée autour de Madrid? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre parce qu'ils en ont marre d'attendre des solutions dans des cadres où finalement ils les ont pas, ils sont déçus. Donc à partir de là, ils font d'autres expériences. Olivier Piot, merci, bon cours.